Bonjour à tous, bienvenue pour cette table ronde, un petit peu en digital et beaucoup en vrai, c'est déjà pas mal, c'est peut-être la dernière, donc on va en profiter. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un échange qui sera, je pense, passionnant. On a passé un très bon moment pour le préparer tous ensemble. J'ai autour de moi 5 intervenants. Donc Marie, Grégoire, Franck, Ghislaine et Mariem. Et le sujet que l'on va aborder aujourd'hui, c'est finances durables, nouvelles technologies et changement climatique. Nos 5 intervenants sont issus d'entreprises différentes, ont des parcours très différents les uns des autres. Je vais vous laisser dans quelques instants vous présenter. Mais ils sont tous aujourd'hui en train de mettre la technologie au service des enjeux du changement climatique. Et ce sera donc le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui. Comme on a pu le voir dans le dernier rapport du GIEC, qui est sorti en août dernier, la responsabilité aujourd'hui des activités humaines dans le changement climatique est confirmée. On est sûr aujourd'hui que nos activités ont un impact. Cet impact génère des risques et ça va nous obliger, aujourd'hui déjà et demain encore plus, à mesurer, analyser, réduire et compenser nos émissions. Forcément, ça a un enjeu très important pour les entreprises et en bout de chaîne pour les institutions financières qui prennent aujourd'hui le sujet à bras-le-corps et qui ont besoin d'outils, de technologies. Il y a beaucoup d'enjeux à traiter et c'est tout le sujet que l'on va aborder aujourd'hui. Sans plus attendre, on va essayer d'être assez rapide parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Je vais vous laisser tous vous présenter, peut-être honneur aux dames. Marie, pour nous dire un peu qui vous êtes, ce que vous faites et ensuite on rentrera dans le vif du sujet. Merci beaucoup Sarah, donc ravie d'être ici parmi vous. Marie Brière, je suis responsable du centre de recherche aux investisseurs chez Amundi. Je suis également chercheur associé à l'Université libre de Bruxelles. Et donc je représente les asset managers, les investisseurs finaux qui ont de forts besoins effectivement d'innovation technologique dans le domaine. Moi je travaille en particulier sur l'ESG, mais aussi sur les développements technologiques et notamment sur les robots advisors, etc. Voilà, en quelques mots. Merci Marie. Mariem peut-être ? Bonjour à toutes et à tous, merci Sarah de m'avoir conviée à cette table ronde. Donc Mariem Advi, je suis cofondatrice de Value Cometrics, donc Value pour valeur, Co pour ensemble et Metrics pour mesure. Donc il s'agit d'un projet de place indépendant qui vise à amener, entre la recherche et les analytics, qui vise à amener de la transparence entre les investisseurs et les entreprises et à fédérer l'écosystème ESG. Donc côté investisseurs, on fournit des analytics leur permettant de benchmarker leur stratégie ESG. On leur fournit également des paramètres de risk management, de validation et un outil de feedback collectif. Côté entreprise, on leur fournit des analytics leur permettant de comprendre comment les différents investisseurs de place les perçoivent. Et côté recherche, on est en train de mettre en place des initiatives pour trouver des nouveaux modèles de return multidimensionnels qui incluent à la fois donc, le capital humain, social, naturel et financier. Merci. Génial, merci beaucoup Mariem. On continue avec les dames, peut-être avec Ghislaine qui est derrière nous. Oui, bonjour à tous. Ghislaine Mourani, cofondatrice de Quantum Technologies. Donc, Quantum Technologies, nous sommes une société qui, à la base, est spécialisée vraiment dans l'intelligence économique, via l'analyse des données alternatives et de l'intelligence artificielle. On est vraiment les experts en data alternative aujourd'hui sur le marché. On a la data lake qui est plus diversifiée au monde. Et on a décidé, maintenant, il y a quelques années, de mettre à profit nos technologies et nos data lakes pour pouvoir vraiment développer une technologie qui répond un petit peu aux besoins des investisseurs et des institutions financières aujourd'hui. Donc cette démarche vise vraiment à couvrir un peu les data gaps qu'on connaît un peu tous aujourd'hui, donc le manque d'informations objectives, comparables et granulaires, et qui permet aussi de couvrir finalement la double matérialité, à la fois le risque physique et le risque de transition, avec une démarche, une technologie complètement innovante qui repose sur l'analyse matricielle externe, et qui permet justement de pouvoir mesurer ce risque de transition et ce risque physique à une échelle très fine, à une échelle très granulaire, à l'échelle de l'actif même. Donc par actif, on va entendre par exemple une ligne, une usine, une raffinerie, et ce qui va nous permettre finalement par la suite de consolider cette information-là à l'échelle de la société, du corporate lui-même, et pouvoir vraiment avoir des analyses beaucoup plus fines qui peut par la suite aussi se traduire par une quantification de ce risque directement au groupe couvert. Je pense que par la suite, on rentrera un peu plus en détail de tout cela. Merci Ghislaine, effectivement on en reparlera et c'est tout à fait intéressant. On enchaîne peut-être avec Grégoire. Oui, merci Sarah. Bonjour à tous, Grégoire Hugues, je suis le CEO de WeFin.
À côté de ça, moi, j'ai aussi un côté enseignement. Je donne des cours de finance durable et de gestion d'actifs à Centrale Marseille. Moi, je suis tombé dans la finance durable via mon passé bancaire. En fait, il y a 7-8 ans, j'étais quant. Et en fait, c'est nos clients qui nous avaient dit, en fait, vous nous expliquez le financier, essayez de nous expliquer ce qui s'appelait à l'époque l'extra-financier. Et quand j'ai monté WeFin en 2018, l'objectif, c'était vraiment de travailler là-dessus, parce qu'on a vraiment senti que la durabilité et la finance, c'était un petit peu deux mondes qui s'entrechoquaient, et que la réponse des asset managers, c'était souvent de considérer que la durabilité, ce n'était pas leur job, qu'ils allaient s'appuyer sur quelqu'un d'autre, mais que finalement, en interne, on allait faire comme d'habitude. Et donc WeFin, notre but, notre mission, c'est vraiment de résoudre ce type de problème. On essaye de démocratiser l'usage de critères environnementaux et sociaux chez les investisseurs. Et on pense que les armes technologiques doivent se retrouver surtout et d'abord chez les gérants pour qu'ils puissent se réapproprier leurs données et pouvoir mieux expliquer ce qu'ils font. On essaye de ne surtout pas créer des boîtes noires chez eux qu'ils ne comprennent pas. Et donc, on a la particularité de faire notre activité avec deux choses. On intervient à la fois directement chez les asset managers pour les aider à remodeler leur stratégie ESG. Et on a donc une plateforme qui a un gros data pipeline qui s'appelle ESG Connect et qui est là vraiment pour les aider à scaler ce type de stratégie. Super, merci beaucoup. Et enfin, le dernier, Franck. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Franck Coinon, je travaille chez Atos. Atos, c'est une société de services numériques qui est spécialisée dans le cloud, la sécurité et également en fait la décarbonation. Et au sein d'Atos, je m'occupe en fait du sujet décarbonation au sein du marché banque et assurance. Donc, je suis chargé de créer les solutions, les plateformes digitales qui permettent d'aider nos clients banquiers et assureurs à décarboner notamment leur portefeuille d'investissement. Merci beaucoup. Comme vous l'avez compris, on a un panel très diversifié. On va avoir beaucoup de choses à se dire. On va peut-être démarrer avec Marie, tout d'abord. En tant qu'asset manager, aujourd'hui, c'est quoi les grandes difficultés, les grands défis, les grands enjeux? Comment ça marche à l'intérieur d'Amundi, par exemple? Oui, c'est une très bonne question. Quand on veut évaluer la performance extra-financière d'un portefeuille et la montrer à nos clients, on fait face à plusieurs difficultés par rapport aux données extra-financières elles-mêmes qu'on peut utiliser. La première, c'est si on utilise par exemple les ratings qui sont fournis par les agences traditionnelles extra-financières, on s'aperçoit très vite qu'elles sont très peu corrélées entre elles. Et ça a été un sujet de débat intense parmi les professionnels, mais aussi chez les académiques. Il y a eu un célèbre papier dont on discutait du MIT et beaucoup d'autres sur ce sujet-là pour essayer de comprendre pourquoi ces données étaient aussi peu corrélées. Alors ça s'explique par plein de choses. En fait, les critères considérés sont différents. En fait, chaque agence de notation considère des critères un petit peu différents. Ensuite, la mesure de ces critères est différente parce qu'au sein d'un critère, il y a des sous-critères et on ne va pas forcément regarder la même variable au sein de ce sous-critère. Et puis après, on agrège ça de manière différente avec des poids différents en fait. Et tout ça, toute cette cuisine-là donne au final des ratings qui sont assez peu corrélés. Il y a eu des différences importantes sur des sociétés qui pouvaient se retrouver au top chez un provider et dans le bas du classement chez un autre. Donc ça a suscité beaucoup de débats. Un aspect qui est moins relevé, mais qui est aussi, à mon sens, très important, c'est les changements de méthodologie des agences de rating. En fait, elles révisent leur méthodologie, ce qui est tout à leur honneur, pour l'améliorer. Parfois, il y a des fusions ou des rachats qui aussi génèrent un changement de méthodologie. Et ça génère des gaps dans les séries chronologiques, en fait. Donc, pour l'asset manager qui fait l'évaluation d'un portefeuille dans le temps, c'est un peu problématique. Et c'est d'autant plus aussi problématique, là, ici, il y a un papier de recherche qui est sorti à ce sujet-là, qu'on se aperçoit que ces changements dans les méthodologies, elles vont plutôt dans le sens de mettre de la corrélation positive entre la notation extra-financière et la performance financière. Ce qui veut dire que quand vous faites vos backtests sur le portefeuille, vous pouvez vous retrouver à évaluer une corrélation positive entre performance financière et extra-financière, là où elle n'aurait peut-être pas existé si vous aviez utilisé la donnée non retraitée, avant révision. Donc tout ça,
ça peut générer des doutes, des suspicions et un peu des biais. Alors, c'est pas pour jeter la pierre, hein, c'est pas du tout mon propos sur les agences de rating qui font un travail extrêmement important et extrêmement utile. Je pense qu'il y a un problème un peu à la base, que beaucoup de données sont on dit self-reportées, hein, elles sont reportées par les entreprises, c'est du déclaratif, quoi. Et donc, on a des gaps dans les données, on ne sait pas toujours bien les vérifier, et puis il y a aussi un problème d'absence de reporting, notamment sur les petites entreprises. Ça, c'est problématique parce que donc, selon les méthodes de notation, soit elles sont évaluées sur la moyenne du secteur ou d'un peer group, ou bien on leur met la plus mauvaise note. Enfin, voilà. Donc tout ça, ça génère des biais et ça peut générer aussi des biais dans le financement de ces petites entreprises qui peuvent se retrouver à souffrir d'un déficit de financement parce que se retrouvant mal notées du fait d'un problème au départ de reporting. La troisième difficulté, à mon sens, c'est vraiment sur les risques physiques. Je trouve qu'on manque de données. Et, alors, il y a des efforts en la matière, on va en reparler, sur les expositions des entreprises aux risques physiques. Et on a aussi besoin d'outils pour mesurer les effets en cascade de ces risques physiques, puisque ces risques se retransmettent à travers les chaînes de valeur des entreprises, entre secteurs, entre pays, et comprendre les interactions de façon fine, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Alors, de quoi on a besoin ? On a besoin, donc on a vu tous les gaps sur les données, mais on a besoin en fait déjà d'autres indicateurs pour compléter les ratings ESG traditionnels. Il ne s'agit pas de les écarter, je pense qu'on peut les utiliser, mais il faut les compléter. Et là, il y a énormément d'efforts qui sont faits, je crois qu'on va en discuter parce qu'on a autour de la table justement des leaders de ce type d'approche-là qui apportent des données complémentaires aux ratings traditionnels. Ça peut être de l'analyse textuelle, par exemple, pour estimer, évaluer des controverses en amont avec un petit peu d'avance par rapport aux agences de rating traditionnelles. Ça peut être des données satellitaires, par exemple, pour mesurer, par exemple, l'empreinte carbone des entreprises, mais au niveau des firmes, hein, comme on vient d'en parler. Ça peut être pour mesurer aussi les zones à risque d'inondation, les effets redistributifs, par exemple, de politique climatique. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire avec des données satellitaires qui sont extrêmement intéressantes. Un autre point où je trouve qu'on a des besoins, et c'est un point qui me tient à cœur, c'est d'avoir des outils pour mesurer et vérifier la crédibilité des engagements des dirigeants d'entreprise. On a beaucoup d'annonces sur des stratégies climatiques, par exemple, mais comment vérifier qu'ils tiennent promesse et qu'ils s'alignent bien sur la stratégie qu'ils ont annoncée ? Là, moi, je vois poindre, du point de vue de la recherche, des choses extrêmement intéressantes. Il y a par exemple Marcus Leipold, à l'université de Zurich, qui analyse, par exemple, les discours des dirigeants dans les reportings réglementaires pour voir dans quelle mesure ce qu'ils font est vraiment aligné avec ce qu'ils disent. Et malheureusement, met en évidence qu'il y a un peu des gaps et qu'ils ont tendance à communiquer beaucoup sur des choses qui ne sont pas extrêmement importantes, mais par exemple pas sur la stratégie climatique de l'entreprise, les cibles qui vont être adoptées, etc. Et enfin, le dernier point que je voudrais signer, on a besoin d'outils sur la mesure d'impact. De l'impact des entreprises, mais aussi des gouvernements, des agences para-étatiques. On a eu ces questions très concrètement chez Amundi, par exemple, parce qu'on a un fonds leader sur les social bonds, par exemple, qui finance des agences, des entreprises, etc., qui soutiennent, par exemple, l'emploi, qui ont été extrêmement actifs dans la période de la crise Covid. Et quand vient la question de la mesure de l'impact, c'est extrêmement difficile parce que ces agences reportent sur des résultats. En fait, on a des indicateurs de performance, mais qui sont extrêmement hétérogènes. Et une performance, ça n'est pas un impact. Et en économie, on a des outils de mesure d'impact. Hein. Pour mesurer un impact, il faut une contrefactuelle. Il faut être capable d'estimer ce qui se serait passé si cette entreprise, cette agence n'avait pas mis en place cette politique. Or, la contrefactuelle n'est jamais estimée. On a des indicateurs de performance, on n'a pas d'indicateur de mesure d'impact. Si on veut vraiment mesurer l'efficacité d'une politique mise en place, il faut des mesures d'impact. Et ça, aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc, on y réfléchit. Voilà. Merci beaucoup, Marie. On n'aurait pas pu faire meilleure introduction. Tous les sujets, ou presque, ont été abordés. Et justement, Grégoire, chez WeFin, de votre côté, vous passez beaucoup de temps avec des asset managers, c'est vos clients, vous les conseillez, vous les accompagnez. Est-ce que tous ces points, vous les retrouvez dans vos échanges avec ces asset managers ? Est-ce qu'il y en a d'autres aussi qui ressortent ? Ah oui, complètement. Effectivement, moi je souscris totalement à ce qu'a dit Marie. On partage les constats, le manque de qualité de données, les trous dans les données, les ratings qui ne sont pas toujours adaptés. C'est des
problématique très concrète, nous, qu'on rencontre. En fait, on va accompagner des asset managers et souvent, ce qu'ils nous disent, quand ils ne font pas de ESG, c'est pas comme on pourrait le croire, j'aime pas ça, la durabilité, j'y crois pas, mais plutôt, j'ai essayé et en fait, ça ne marche pas. Le cas typique pour nous, c'est un exemple qu'on a eu récemment. On a travaillé avec un fonds innovation. Donc investi uniquement sur des small caps, des boîtes américaines, des boîtes françaises qui utilisent la technologie pour pouvoir créer de l'impact. Et donc le cas typique sur lequel il investissait, c'était cette société qui fait de l'IA et qui va permettre de mieux détecter les cancers grâce à sa technologie. Sur le papier, elle coche toutes les cases de ce sur quoi on aurait envie d'investir. Soit cette entreprise, elle n'était pas notée, soit cette entreprise, elle était dans les 5% les pires notés de toutes les agences. Et en fait, ça s'explique. Si on demande à cette société, quelle est votre politique charbon, carbone sur 10 ans, elle n'en a pas, elle n'a pas que ça à faire, elle est en train de développer sa technologie. Si on ne l'interroge pas sur son budget R&D, sur l'innovation qu'elle est en train de mettre, qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient juger de la pertinence de cette technologie vis-à-vis de justement cette problématique de détection du cancer, on ne peut rien faire. Et donc, en fait, si je partage les constats, j'ajouterais qu'une partie de la réponse ensuite technologie, au-delà de mieux juger ces sociétés, parce qu'on voit qu'ici, on est sur un cas très, très spécifique, je ne peux pas faire une généralité à partir de cette entreprise, elle doit être aussi chez l'asset manager. C'est chez lui qu'il faut être capable de mieux sélectionner des KPI. C'est chez lui qu'il faut être capable finalement de mieux les utiliser et puis ensuite de se dire que cette société, si moi j'investis dessus, si j'y crois, je dois être capable en tant qu'investisseur de prouver l'impact et éventuellement d'échanger avec les dirigeants d'entreprise et puis de leur demander des gages. Et nous, notre travail, il se porte beaucoup là-dessus. Et ce qu'on remarque, c'est qu'effectivement, toutes les sources de données complémentaires, elles sont très très utiles. Mais pour ne pas rentrer dans une boîte noire bis, il faut absolument que le gérant s'en saisisse. Alors chez Amundi, c'est assez naturel parce qu'il y a le volume finalement pour pouvoir faire ça. On est très gros, mais pour des petits gérants, ça peut être un vrai problème. Quand on a une société entrepreneuriale, des gérants de conviction, ils sont 20, finalement faire ça, ça prend du temps et c'est compliqué. Et c'est pour ça que nous on les aide et qu'on déploie la technologie pour ça. Peut-être la dimension que je voudrais rajouter par rapport à ce qui a été dit et qui va être vraiment un game changer dans les années prochaines. C'est pas très sexy, mais c'est la réglementation. Et en fait, dans un mois, on a des métriques de taxonomie à publier pour tous les fonds qui se réclament verts. L'année prochaine, c'est les PAI SFDR. Si vous voulez avoir un impact, vous devez avoir un objectif d'impact, c'est un KPI à reporter. Et en fait, tout ça, c'est des données qui vont être beaucoup plus normées que ceux avec quoi on a eu l'habitude de travailler. Les PAI, la taxo, c'est le même chiffre pour tout le monde. Et si effectivement on a pu avoir des disparités dans les ratings parce que, alors effectivement, la mesure n'est pas la même sur l'entreprise, mais il y a aussi une notion de choix dans l'ESG. On va choisir les thématiques sur lesquelles on veut travailler. Autant là, sur la réglementation, on va moins choisir. Et ces KPI, ils vont devenir des points de comparaison pour pouvoir sélectionner les gérants les uns avec les autres. Donc peu importe la pertinence de ma stratégie et tout le petit travail artisanal de crafting que je viens de vous dire, de faire une stratégie qui fait du sens, à un moment, l'empreinte carbone, ce sera la même pour tous les fonds. Il va falloir être capable d'être meilleur que les autres si on veut être sélectionné par les institutionnels, par les réseaux de distribution. Donc je pense que ça, c'est vraiment un point névralgique sur la qualité des données qu'il va falloir traiter dans les mois qui suivent. Merci beaucoup Grégoire. Effectivement, gros défi que le défi réglementaire. Franck, justement, un autre défi dont on a pu un petit peu discuter au tout début, c'est la question de certains types d'actifs. Je pense à l'immobilier, je pense aux petites structures, aux infrastructures. C'est des acteurs sur lesquels on a très peu d'informations, sur lesquels c'est aussi plus compliqué de l'obtenir, où il y a besoin de beaucoup d'échanges aussi, très souvent avec les entreprises pour obtenir de l'info. C'est quoi aujourd'hui les grands enjeux et comment on fait pour y répondre quand on est face à des types d'actifs qui sont, on va dire, plus atypiques qu'une grande structure listée ? D'accord. Je vais donner un exemple concret. Mais avant, j'aimerais revenir sur un constat nous qu'on a en interne en discutant avec nos clients. On pense vraiment qu'on est entré maintenant dans une nouvelle ère de la donnée ESG parce qu'on doit désormais avoir des données ESG qui répondent à 3 critères. Le premier, en fait, c'est le critère de la diversité. C'est extrêmement important aujourd'hui, si on veut une information fiable, d'utiliser d'autres sources de données par rapport à ce que vous disiez sur les données qui sont de qualité, mais qui viennent d'un seul endroit, qui proviennent des agences de notation. Donc, 1, la diversité. 2, aussi la transparence. Je pense que c'est extrêmement important
pour pouvoir intégrer cette donnée-là en interne et l'utiliser pour créer en fait de nouveaux produits verts, il faut en fait se l'approprier. Pour s'approprier, il faut la comprendre. Donc la transparence est extrêmement importante. Et la troisième information, c'est en fait, je dirais presque le plus important, c'est la granularité. Si la donnée reste à un niveau trop macro, on ne va pas pouvoir agir sur les risques et sur la réduction. Là, on est en train de passer avec la COP26 de l'ère des engagements à l'ère de la réalisation et de la réduction de l'impact carbone. Voilà. Donc ça, très important. Donc du coup, là-dessus, nous, on commence à avoir un petit peu de recul chez Atos parce que on a choisi, et on est une des entreprises leaders sur le sujet, de se fixer des objectifs ambitieux, très ambitieux en termes de décarbonation, puisque d'ici 2028, on ambitionne d'être complètement en fait net zéro, hein, donc réduire les émissions, mais également en fait les compenser. Et donc du coup, sur ces sujets-là, avec ces échéances si proches, ça nous oblige à avoir en fait des plans de réduction en fait très opérationnels. Et on fait appel justement à la technologie en interne pour pouvoir répondre à ces problématiques. Et nous, on a développé une plateforme qui s'appelle MyCO2Compass, qui permet de collecter de la donnée, qui permet de calculer les indicateurs nécessaires et de faire du reporting externe et interne sur notre propre empreinte carbone. Mais on utilise également cette plateforme-là pour développer des cas d'usage pour nos clients, notamment sur les portefeuilles d'investissement. En ce moment, on travaille sur le calcul dans l'empreinte carbone d'un portefeuille de prêt pour un client en fait en Espagne. Voilà. Donc ça, c'est la façon dont c'est la façon dont on agit très concrètement, on va dire, sur la réduction de l'empreinte carbone. Et donc, par rapport à votre question et sur les assets spécifiques, on travaille actuellement sur les portefeuilles d'investissement immobilier. Et là, c'est une problématique qui est intéressante parce qu'il y a deux enjeux majeurs qui se posent. Il y a un premier enjeu sur l'agrégation de données. On s'aperçoit que quand on travaille sur un portefeuille d'investissement immobilier, ce qui est intéressant, ce n'est pas uniquement la consommation d'énergie du bâtiment, mais la consommation d'énergie qui a servi également à la construction du bâtiment et la consommation d'énergie qui sert à la maintenance du bâtiment. Donc on s'aperçoit que les données ne vont pas venir uniquement du système qui permet de la gestion du bâtiment et la collecte d'énergie, mais de différentes sources. Donc une importance sur la collecte de données. Et le deuxième élément qui est extrêmement important, c'est la dimension reporting. Il faut pouvoir avoir une multitude de tableaux de bord détaillés avec des KPI opérationnels pour être dans une logique d'action, de réduction. Et ça, nos clients, ils nous le demandent très concrètement. Donc ça va être, par exemple, sur un bâtiment, vous allez comparer les différents bâtiments sur une certaine géographie et vous apercevez que ce bâtiment a une empreinte carbone plus importante qu'un autre, alors qu'ils ont le même profil. Pourquoi? Voilà. Et ça, la dimension a une dimension technologique très importante, puisqu'il faut que votre outil il vous permette de créer des tableaux de bord, je dirais, à la volée, sans faire une demande à l'IT et avoir une réponse 3 mois après. Super, merci beaucoup Franck. Effectivement, grand défi sur les petites structures et grand défi aussi des données un petit peu plus atypiques. Où est-ce qu'on peut aller les chercher? Qu'est-ce qu'on peut trouver d'un peu innovant? Et ça va être l'occasion pour Ghislaine de nous en dire du coup un petit peu plus, en particulier sur la question de l'imagerie satellitaire et de la façon dont elle peut répondre à tous ces enjeux qu'on vient d'aborder. Moi, je suis en tout cas ravie d'avoir entendu les 3 intervenants avant moi, parce que finalement, ils ont vraiment bien posé le sujet avec tous les enjeux, les data gaps, et puis tous les manquements un peu qu'on a aujourd'hui du marché sur la proposition de data ESG qui se publie. Donc effectivement, notre approche, quand on a vraiment attaqué le sujet, on l'a fait de manière conjointe avec Moody's. Moody's qui est un actionnaire minoritaire de Grandcube et qui est surtout notre partenaire sur cette initiative-là. Et on a vraiment finalement avoir cette approche-là qui va couvrir ces manquements. Donc en termes de data, on n'a pas besoin de granularité de l'information, on a parlé aussi d'informations qui étaient très peu fiables parce que c'est une information déclarative via les rapports, une information qui est finalement disponible vraiment à des fréquences extrêmement faibles chaque fois qu'il y a un nouveau rapport et puis qui
difficilement vérifiables. Donc l'angle de prendre finalement la data alternative est un angle très intéressant parce que c'est une donnée qui est objective, c'est une donnée qui est quantifiable, parce que derrière c'est vraiment une mesure quantitative, et c'est de la donnée qui va être disponible vraiment en temps réel, donc de manière continue, et donc un certain niveau de granularité. Donc on a parlé aussi de pouvoir utiliser de l'information textuelle pour pouvoir avoir des indicateurs de controverse, c'est quelque chose qui existe déjà. C'est fait d'une façon un peu plus agrégée, ça vaut le coup de le faire de manière un peu plus orientée plus granulaire. Par contre, avec l'image satellitaire et la nouvelle génération de satellites, on est capable de faire des sites beaucoup plus granulaires. C'est bien un peu nos images, notamment exploiter les données d'un nouveau satellite qui s'appelle Sentinel-ST, qui est placé par l'Agence spatiale européenne, et qui permet finalement d'avoir très fine des émissions plusieurs gaz, plusieurs qui peuvent être le NO2, les SO2, le CO2, le méthane, à l'échelle d'un petit lunaire. Et donc la première étape essentielle de technologie qui est extrêmement sophistiquée que vous avez développée, c'est de pouvoir faire un asset mapping, donc un thématique de l'ensemble des actifs de différents corporates, peut-être de secteurs les plus polluants qui nous intéressent, pour pouvoir par la suite avoir cette vision-là très fine de leur impact sur la partie plutôt émission. Et on est capable de le faire aussi par rapport à la déforestation, par rapport à des indicateurs aussi d'impact de biodiversité. Donc ça, c'est en ce qui nous concerne vraiment la partie risque de transition. Sur le risque physique, c'est quelque chose qu'on est capable de mesurer, pareil, c'est très donc on est en train on a des indicateurs de sécheresse, d'inondation, ou même de pouvoir mesurer les risques d'avoir des phénomènes climatiques extrêmes, donc les vagues de chaleur, et pouvoir par la suite en estimer l'impact pour une société donnée, et pouvoir vraiment chiffrer cet impact-là en véritable valeur, donc ça peut être en dollars, ou par la suite en euros, avec des marques de value added de risque de transition et de risque physique. Derrière, cette approche granulaire nous permet aussi d'avoir finalement une meilleure finesse qu'on peut agir chaque année à l'échelle macro. Donc on est capable de le faire à l'échelle de l'actif, ce qui va aussi aider les corporates à mieux mettre en place, appréhender leur politique de transition. Mais on va pouvoir aussi le faire par la suite à l'échelle de région, de ville, voire même de pays. Et c'est une façon de faire cela de manière plus fine. Ce sont ce type d'indicateurs qui intéressent beaucoup, par exemple, aujourd'hui les investisseurs, et notamment on va dire des use case asset allocation. Et donc nous, on est en train de vraiment mettre en place ces indicateurs aujourd'hui, dans le cadre d'index qui vont être lancés par les index providers américains là, dès début janvier, pour pouvoir proposer des index asset allocation aux institutionnels et aux asset managers, qui prennent en compte un peu cette dimension ESG, impact et de transition également. Merci beaucoup Ghislaine, très intéressant. Et justement, donc, on va attaquer maintenant plutôt Mariam avec un sujet un petit peu plus large qui est celui du traitement, du stockage et de la mise en qualité de ces données. On a pu le voir, il y a énormément de données différentes, elles sont très hétérogènes, elles viennent de plein d'endroits différents. Et du coup, la question finalement qu'on se pose, c'est de se dire, il y a beaucoup de données disponibles, le défi c'est donc de gérer et de traiter cette donnée. La blockchain pourrait peut-être être une solution pour y répondre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le sujet ? Alors effectivement, donc les problématiques de données ont été bien détaillées, notamment par Marie. Moi, j'insisterai un petit peu sur la difficulté des entreprises, donc au niveau vraiment des données brutes, à collecter les données, à mesurer les données. Elles ne les mesurent pas de la même façon. Elles ne disposent pas des mêmes ressources pour le faire. Donc on se retrouve avec des petites et moyennes entreprises qui ont des scores beaucoup moins bons que des grands groupes. Alors, value comme metrics, donc value pour valeur, co et metrics pour mesurer. Donc l'idée, c'est aussi de mesurer ensemble. Et notre objectif sur le moyen terme, c'est de créer une intelligence collective décentralisée sur la blockchain, donc sur laquelle se plugueraient tous les acteurs de l'écosystème, donc à la fois financiers, chercheurs, scientifiques, data scientists. Et cette intelligence serait capable de calculer le coût ESG et l'impact
donc d'une opération, un niveau très granulaire, donc celui d'une opération économique, par exemple l'achat de 100 millions de plastique, et ce de façon contextuellement la plus consensuelle, statistiquement la plus pertinente et scientifiquement la plus à jour. Pourquoi contextuellement la plus consensuelle? Simplement parce qu'en fait, on ne peut pas mesurer, par exemple, l'impact d'une cimenterie dans une région où il y a plein d'eau de la même façon que la même cimenterie dans une région où il y a un stress hydrique. Et qu'aujourd'hui, il n'y a pas de standard et le régulateur ne peut pas faire un standard parce que le standard, doit être à un niveau très granulaire. Donc il s'agit de... donc là, on aurait une blockchain avec une gouvernance très spécifique qui permettrait de trouver le consensus pour chaque situation. Voilà. Merci beaucoup. Et peut-être du coup une seconde question sur ce grand sujet qu'est la blockchain, qui est au-delà de ça un sujet très à la mode, dont on parle très régulièrement quand on parle de nouvelles technologies. On a pas mal de détracteurs qui nous disent aujourd'hui la blockchain, ça a un coût énergétique très important. C'est peut-être le point noir principal de cette technologie. On est en train de parler de changement climatique, d'économie d'énergie. Est-ce que ce ne serait pas un non-sens finalement? Comment on fait pour mettre la blockchain au service de cette transition et pour répondre à ces questions de coûts énergétiques? Alors, donc, déjà, effectivement, donc, la consommation de la blockchain, on parle toujours de consommation et de sécurité. Donc, c'est un couple. Donc, ça dépend et ça dépend du type de blockchain. Donc, ça dépend si on va utiliser du proof of work, du proof of stake. Ça dépend si la blockchain, elle est permissionless ou pas. Donc, dans le cadre spécifique de l'intelligence collective décentralisée, donc, on la décentralise sur un certain nombre d'experts. Donc, en fait, ça ne va pas être permissionless. Donc, de ce fait, forcément, ça ne va pas consommer énormément d'énergie. Après, nous, l'idée derrière, c'est d'avoir plusieurs supports. Donc, cette intelligence collective, elle peut être pluguée sur les systèmes précomptables, donc de façon à ce que quand l'entreprise émet une facture, c'est à ce moment-là, en fait, que le coût ESG et l'impact sont calculés, de façon donc, à vraiment copier les opérations au fil de l'eau. Après, ça reste du déclaratif, donc ça ne résout pas la problématique des intentions des dirigeants des entreprises. Et donc, notre vision beaucoup plus long terme, c'est on aimerait plugger cette intelligence collective décentralisée sur la blockchain de la monnaie digitale souveraine qui va être mise en place. Et là, donc en termes de scale, c'est sûr que c'est beaucoup plus important. Ça résout la problématique de la collecte des données au niveau des entreprises, de l'homogénéité de la mesure. Ça résout la problématique des indicateurs aussi. Et ça réduit le coût de l'audit, mais ça ne l'enlève pas parce que tout n'est pas transactionnel. Et surtout, ça va nous permettre d'avoir des données dynamiques qui permettraient d'avoir des vrais modèles de mesure de performance. Et effectivement, là, pour le coup, le coût de la consommation de la blockchain, c'est un sujet, mais c'est un sujet qui sera lié, qui pourrait être compensé, par exemple, soit par l'utilisation du proof of stake, alors moi j'aime bien le Lightning Network parce que c'est une technologie qui n'est pas encore complètement aboutie, mais qui a un énorme potentiel. Donc le Lightning, c'est une couche qui vient se mettre sur la couche de la blockchain du Bitcoin, qui lui est en proof of work et qui consomme beaucoup d'énergie. Mais en fait, la façon dont ça fonctionne, c'est que sur le Lightning est capable de traiter des milliards de transactions en consommant très peu d'énergie. Et quand il y a des problèmes, on remonte à la couche au-dessus qui est beaucoup plus sécurisée mais qui consomme de l'énergie. Donc il y a plusieurs façons de réduire en fait la consommation énergétique et de leverager en fait la technologie pour résoudre notamment les problématiques de data qu'on a aujourd'hui et les problématiques du déclaratif, de la collecte, de la mesure homogène. Voilà. Super, merci beaucoup. Peut-être pour continuer sur le sujet du digital responsable au sens large, puisqu'on parle de technologie, Franck, vous avez tout à l'heure rapidement abordé la question du zéro net et de la façon dont vous accompagnez vos clients. Alors, qu'est-ce que ça veut dire zéro net? Vers quelle ambition ça vous porte, vous et vos clients? Alors, net zéro, c'est le fait de réduire en fait son impact
l'impact de ces activités en termes en fait, d'émissions de gaz à effet de serre, mais également en fait, d'être en capacité de réduire les émissions résiduelles et à la fin d'avoir finalement un impact nul voilà, sur l'environnement. Et là, c'est vrai qu'il y a une relation un petit peu particulière entre le digital et le changement climatique, puisque vous avez en fait le digital qui est responsable de 4% des émissions de gaz à effet de serre, ce qui est absolument pas négligeable. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que de l'autre côté, la mise en œuvre du digital pour réduire effectivement le changement climatique et les émissions de gaz à effet de serre est de 15%. Donc il y a un potentiel pour avoir un effet net qui est positif. Et c'est, en tant qu'acteur du digital, cette double responsabilité qu'on a, c'est réduire l'impact carbone, des émissions de carbone sur le digital, et ensuite de construire ces plateformes qui permettent d'accompagner la décarbonation en fait, de l'économie. Voilà. Et donc nous, pour créer ces plateformes-là, on s'appuie aujourd'hui sur 3 piliers. Il y a un premier pilier qui est en fait l'expertise. L'année dernière, on a fait l'acquisition d'une société qui s'appelle EcoAct, qui est spécialisée dans le conseil en changement climatique et en compensation carbone. Le deuxième pilier, c'est bien sûr les plateformes, la plateforme dont j'ai parlé tout à l'heure, en fait, MyCO2 Compass. Et le troisième pilier, peut-être le plus important, c'est notre écosystème de partenaires. Nous, aujourd'hui, par rapport à ce qu'on voit sur le marché, on pense que le marché, en fait, au niveau des plateformes ESG, il est en construction. Quand un client, les clients aujourd'hui ont des demandes bien spécifiques, les outils du marché répondent uniquement partiellement à ces besoins-là. Donc il faut en fait co-construire les solutions qui répondent aux besoins en fait, de nos clients. Et donc, justement, sur la partie portefeuille d'investissement immobilier, on travaille avec des partenaires qui sont en capacité d'aller relever directement les compteurs électriques des bâtiments à un niveau extrêmement granulaire, c'est extrêmement intéressant. Et sur la partie plus alors investissement responsable, on travaille également avec des fintechs et on a créé depuis 2 ans une offre en partenariat avec une société qui s'appelle DreamQuark, qui s'appelle Sustainable Investment Brain. Et l'idée, c'est de pouvoir aider nos clients dans le domaine en fait, de la gestion privée à faire des recommandations d'investissement responsable qui sont personnalisées et sur la base en fait, d'intelligence artificielle explicable. Voilà. Et donc, du coup, c'est ce type de partenariat qu'on veut en fait, développer pour pouvoir répondre aux besoins de nos clients. Super, merci beaucoup. Pour enchaîner, je vois que le temps file, donc on va essayer de faire 2 minutes chacun pour les derniers. Ghislaine, peut-être, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails sur les données que vous arrivez à récupérer? On a parlé un petit peu du CO2, on a parlé d'autres gaz. Lors de la préparation, on avait aussi parlé de déforestation. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu plus de visibilité sur les données auxquelles on peut accéder grâce à l'imagerie satellitaire? Grâce, en fait, quand on parle de satellite, il y a l'imagerie, mais il y a aussi d'autres types de données auxquelles on peut avoir accès. Typiquement, pour pouvoir mesurer ces émissions-là, on va utiliser d'autres capteurs, donc c'est d'autres types de satellites, c'est vraiment des satellites atmosphériques pour nous aider à avoir ces émissions. Donc, j'ai parlé de SO2, de CO2 et de méthane. À savoir qu'aujourd'hui, on peut avoir des mesures très précises sur l'ensemble des polluants, à part le CO2. Aujourd'hui, nous sommes vraiment à l'état d'armes. Malgré tout certains challenges, pour pouvoir mesurer de manière vraiment très précise le CO2 qui émane de l'activité d'actifs humains et industrie versus ce qui est dégagé par les activités humaines industrielles. Donc c'est un petit peu ce qui est en train de se faire aujourd'hui, c'est avancer l'état de l'art. On travaille en partenariat avec le CNES, avec les ambassades européennes pour définir les futurs capteurs qui vont d'avoir cette mesure de manière plus précise, et aussi avec des laboratoires, et on est très proche du milieu de la recherche clinique, pour pouvoir trouver de nouvelles solutions, peut-être des croisements d'autres data sources, pour avoir cette finesse en termes de mesure du CO2. Donc ça, c'est la partie vraiment liée à ces polluants. Sur les autres indicateurs de risque de transition, on mesure aussi tout ce qui est en lien avec l'impact sur la biodiversité. Donc on a développé un terme des maps, donc des cartographies de biodiversité en fonction et de la sensibilité en fonction des différentes industries, des secteurs et des géographies. Donc pareil, c'est des mesures qu'on est capable de quantifier de manière très très précise. Et puis aussi la déforestation.
Et donc, notamment pour la déforestation, ça, c'est une imagerie satellitaire à nouveau, mais c'est d'autres satellites qui permettent vraiment d'avoir cette mesure de manière très très fine en termes d'hectares. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir suivre l'impact sur la déforestation et aussi quand il y a des engagements de certaines entreprises pour l'exploitation de sites, typiquement pour l'industrie minière, il y a des engagements qui sont pris pour pouvoir reforester, pour voir par la suite si ces engagements-là sont été respectés, dans quelles mesures, et quelle est la nature de la reforestation qui est mise en place par ces acteurs. Et donc, ce qui est intéressant par la suite, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment de pouvoir, par exemple, mesurer de manière quantitative et monétaire ces indicateurs-là. Par exemple, si je fais un indicateur de déforestation au niveau d'une entreprise, on va vraiment être capable de calculer l'équivalent d'émissions de carbone qui proviennent de la perte de la surface boisée et qui stockait auparavant le carbone. Derrière, pour vraiment avoir une information vraiment en dollars et en euros. Et je vais finir sur un dernier élément par rapport à la partie risque physique. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de pouvoir aussi déterminer les risques d'exposition à des événements climatiques extrêmes. C'est des choses qu'on fait de plus en plus, et notamment pour Moody's, et on a pris comme use case notamment la Californie, avec les vagues de chaleur, avec la sécheresse, et aussi les feux de forêt qui ont récemment et qui ont un très fort impact sur l'activité de rating aussi de ces collectivités. Et donc, justement, nous, on a développé des indicateurs de stress hydrique. On est capable de mesurer aussi à niveau très très fin et en temps réel le niveau des lacs sur différentes régions du monde et pouvoir vraiment déterminer si à un moment donné on arrive vraiment sur ce stress hydrique, même au niveau des sols par ailleurs. On a aussi des indicateurs qui permettent de mesurer les impacts sur des inondations potentiellement et qui permettent aussi de chiffrer l'impact sur une vague de chaleur potentiellement sur une région, sur un asset, etc. Donc le satellite aujourd'hui aide énormément parce que c'est vraiment des mesures objectives qui sont quantitatives, qui sont facilement appréhendables, granulaires et ça donne beaucoup de transparence. Donc il y a beaucoup l'économie en tout cas et les institutions financières ont beaucoup de facilité à étudier ce type de data aujourd'hui parce que justement on comprend comment se mesurer, on sait que c'est objectif et derrière l'intégration de ces mesures-là se fait de manière très très facile et simple. Et puis en termes de use case, on a entendu, ça permet de la sélection de valeurs au sein de son portefeuille, ça permet aussi, tout à l'heure on a parlé de corporate et de la différence des engagements qui sont pris par certains et puis de ce qui est réalisé. Moi je ne pense pas que ce soit toujours cet égard-là une mauvaise intention, mais simplement du fait que les corporates ne sont pas non plus très outillés pour avoir une vision très très fine de leur impact sur leur vie. Et donc il faut leur propager ce type de solution-là pour les aider, pour les accompagner, et pour vraiment mesurer cette transition-là, les accompagner dans cette démarche. Merci beaucoup Ghislaine. Je vais me permettre de vous couper parce que le temps file, c'est passionnant. On s'était promis qu'on essayait de ne pas se couper, mais le temps file et on va... Ce serait avec plaisir, il faut continuer cet échange en tout cas. On va peut-être terminer avec deux mots de la part d'abord de Grégoire, puis de Marie. Grégoire, sur la question de la qualité de la donnée disponible, comment on fait aujourd'hui pour l'améliorer avec ce que l'on a? Et enfin, je laisserai à Marie le mot de la fin, avec un regard un petit peu plus prospectif sur la façon dont les choses vont évoluer dans les années à venir. Oui, effectivement, pour commencer à préparer le terrain pour Marie, on a senti aujourd'hui que l'avenir de l'ESG, c'est plus de granularité, c'est plus de points de données, c'est des spécialistes. Et il y a des dignes représentants ici de nouveaux fournisseurs de données, finalement, ou sources de données. Nous, chez WiFin, on s'est dit que c'était très bien, cette situation. Il y a beaucoup d'innovations, mais que ça crée des problèmes, effectivement, des nouveaux problèmes de qualité, finalement, parce que quand on est un investisseur, ça veut dire qu'on va devoir mêler plein de sources de données différentes, ça veut dire qu'on va devoir les homogénéiser, les harmoniser, et ça, on sait que c'est pas facile, que ça a un coût énorme. Donc nous, dans notre version de l'ESG plus démocratique, on s'est dit, très bien, on va créer une plateforme qui s'appelle ESG Connect, et qui va aider à résoudre tous ces problèmes-là. Donc nous, notre approche, c'est de se dire, OK, déjà, on a une plateforme qui va être en architecture ouverte, on récupère toutes les sources de données avec la promesse qu'un asset manager n'ait pas de coûts supplémentaires lorsqu'il intègre des nouvelles données. Il veut les données de QuantCube parce que c'est super sur le parti risque physique et il y a des insights supplémentaires qu'il a envie de récupérer, pas de coûts supplémentaires. Donc là, derrière, nous, on a développé un gros pipeline de données qui va être big data et qui va permettre finalement de pouvoir
éviter tous les coûts techniques qu'on va avoir. Et puis après, l'important, c'est de pouvoir bien utiliser ces données. Je vais vous donner 2 exemples. En fait, dans notre plateforme, on va avoir toute une notion de créer sa stratégie et de pouvoir le faire très facilement. Les analystes ISR, pardon Marie, ils ne sont pas tous des codeurs ou des gens qui veulent avoir les mains dans le cambouis et faire des algorithmes. Donc en fait, on a tout un algorithme no-code qui permet d'utiliser toutes les données et qui permet de se dire, alors quel est l'impact sur mon scoring si je commence à utiliser des données de ComptCube, comment est-ce que ça se passe si du coup je mets un peu plus de biodiversité, tester l'impact, optimiser son score, ça c'est des choses qu'il est très important de faire et pour lesquelles on a besoin d'avoir les algos, du no-code, un peu d'IA aussi de temps en temps. Et on a aussi besoin de points de comparaison. Tout le travail qui est fait par Valuecometrix, il est essentiel pour la place de se dire qu'on a un benchmark. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit utiliser le même scoring. En fait, demain, chaque personne va avoir son propre scoring, sa propre façon de voir de l'ESG, mais ce qu'on a besoin, c'est de savoir quel est le consensus et comment est-ce qu'on s'écarte du consensus, quels sont les biais qu'on prend et est-ce qu'on peut les maîtriser. Et dans la plateforme, on fait ça aussi, une capacité à se comparer, typiquement avoir des choses comme ce que Valuecometrix va sortir comme indicateur, c'est vraiment de l'or après pour pouvoir travailler quand on est un asset manager. Voilà. Merci beaucoup Grégoire. Et du coup, le mot de la fin pour Marie. Oui, et on en terminera là-dessus parce qu'il y a d'autres conférences après nous, même si on pourrait y rester encore un long moment. Un mot de la fin peut-être sur la vision prospective et sur demain, c'est ce qui compte. Avec plaisir, oui. Non, moi je suis très optimiste. Enfin, je pense que tout ce qu'on a entendu aujourd'hui est extrêmement enthousiasmant sur l'évolution de la donnée ESG. Je pense qu'il y a énormément d'innovations financières. On le voit chez des providers externes, c'est aussi développé en interne parfois chez les asset managers. Donc on voit qu'il y a un écosystème qui se met en place et que tout ça va dans le bon sens. Mais je voulais insister sur un point quand même, il n'y a pas que la donnée ESG. Pour atteindre cette transition énergétique, on a bien vu qu'il y a un besoin massif d'investissement. Et moi, il y a quelque chose qui me préoccupe, c'est un peu l'inadéquation entre les besoins de prise de risque, en fait, pour financer cette transition, et l'appétit au risque des investisseurs finaux, en fait. Si vous regardez les investisseurs individuels, les grands fonds de pension, etc., ils n'ont pas envie de prendre massivement des risques et d'aller investir sur des infrastructures dans des pays émergents, sur des technologies émergentes qui sont potentiellement extrêmement risquées. Donc là, il y a vraiment un enjeu. Et donc, au-delà de la donnée, je pense qu'il y a un enjeu d'instruments financiers. Il nous manque des instruments financiers. Il nous manque des dérivés sur le climat. Il nous manque des produits structurés qui permettent de couvrir certains risques, comme le risque politique, par exemple, quand on investit dans une dictature. Enfin, voilà, ce genre de choses. Et là, on doit créer aussi les instruments pour le faire, parce qu'il y a un manque cruel. On l'a vu sur certains ETF, par exemple, qui investissaient sur les green technologies. On n'a pas assez d'actions listées qui fournissent ce nouveau type de technologie. Et donc, il faut passer sur du private equity, sur d'autres types d'investissements. Donc ça, c'est mon premier point. Et la deuxième chose sur laquelle j'aimerais revenir, on a aussi besoin de mieux comprendre quelles sont les préférences socialement responsables des clients finaux. Ça aussi, c'est extrêmement important. Et Franck, vous insistiez là-dessus avec votre technologie là, qui permet de mesurer ses préférences et de la mettre en adéquation avec des portefeuilles. Je pense que ça, c'est extrêmement important. On a une réglementation européenne qui va dans ce sens-là, avec une révision de MiFID II. On a besoin de comprendre ce que veut l'investisseur final, de le mettre en adéquation avec les portefeuilles. C'est important parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de risque de déception. L'appétit des investisseurs pour l'ESG, on le voit, il est très grand. Il peut être aussi très volatile. Si à un moment donné, il y a un scandale sur des fonds, etc. Donc, il ne faut pas décevoir cet appétit-là pour soutenir cette demande-là et qu'elle aille financer cette transition qu'on appelle de nos voeux. Je pense qu'on a besoin aussi d'outils de formation des particuliers. On sait que les niveaux d'éducation financière sont très bas. Les niveaux d'éducation climatique sont encore plus bas. Les gens ne savent rien sur le climat, ils ne sont pas formés, ils ne comprennent pas ces questions-là, ils ne savent pas comment investir et avoir un impact. Donc je pense que là, il y a aussi sans doute des innovations à apporter pour augmenter cet appétit et finalement arriver à cette prise de risque collective que l'on veut, qui est nécessaire, mais qui n'est pas encore là à l'heure actuelle. Voilà, je terminerai là-dessus. Merci beaucoup, merci à tous. Et on va laisser la conférence suivante démarrer avec un petit peu de retard, mais c'était passionnant.